Bonjour à tous, vous écoutez le deuxième épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler de Serge Brussolo. Serge Brussolo, c'est un auteur français qui est né en 1951, donc il a aujourd'hui 65 ans. Alors c'est un écrivain très prolifique, il a écrit plus d'une centaine de romans dans des genres très différents. Ça va de la jeunesse à la science-fiction, en passant par l'horreur et, ce qui nous intéresse, par le roman policier. Il a commencé sa carrière littéraire dans la science-fiction à la fin des années 70. Au début, il a eu quelques difficultés à se faire publier parce que son style tranchait beaucoup avec les tendances de l'époque. Il a un style débordant d'imagination qui est très loin de la hard science-fiction ou des textes teintés d'idéologie politique qu'il y avait à l'époque et puis qui ont toujours d'une certaine mesure le vent en poupe. Mais bon, tout ça, c'est pas mon domaine, Manuela Yepes serait mieux placée que moi pour vous en parler. Après ça, Brussolo s'est lancé dans l'horreur. Il a eu un très grand succès également dans ce genre, au point d'être harcelé par des satanistes qui voyaient en lui une sorte de grand prêtre. C'est allé très loin, d'après ses dires, c'en était parfois inquiétant, et ça l'a amené, peu à peu, à laisser tomber ce genre pour se lancer dans la littérature policière. Alors, dans le domaine de la littérature policière, il a exploré plusieurs veines, notamment le roman policier historique, entre guillemets, et le thriller matiné de technologie. Alors, roman historique, j'ai dit entre guillemets parce que les vrais fans de romans historiques vont pas accrocher. Par exemple, dans ses romans médiévaux, Brussolo ne va pas se focaliser sur une période précise, clairement identifiée et sur laquelle il s'est particulièrement documenté. Par exemple, si vous êtes passionné par la première décennie du XIIIe siècle anglais, ou par la vie en Italie pendant la jeunesse de Galilée, ou encore par la campagne berrichonne au cours des dernières années du règne de Charles VIII, vous allez pouvoir passer votre tour. Ici, on est dans un Moyen-Âge complètement fantasmé, et Brussolo s'en cache pas d'ailleurs. Il a même dit qu'il voulait faire de la fantaisie qui n'emporte pas le nom, c'est-à-dire de la fantaisie pour les gens qui ne lisent pas, qui disent ne pas lire de fantaisie. Alors, c'est plus ou moins vrai, ici on ne trouvera pas d'elfes, de magie ou autre. On est dans un univers médiéval réaliste, c'est-à-dire sans magie, un monde qui obéit aux mêmes lois naturelles que le nôtre. Univers médiéval réaliste donc, mais fantasmé. Brussolo use et abuse des clichés sur la période médiévale, c'est l'atmosphère qui prévaut et tant pis pour la réalité historique. Atmosphère. Alors, quel que soit le roman de Brussolo, c'est vraiment le terme approprié. Quand on lit un livre de cet auteur, on est tout de suite plongé dans une atmosphère très particulière. On sent que Brussolo est un maître de l'horreur. Dans ses romans, l'ambiance est, dès la première page, angoissante et inquiétante. On est tout de suite plongé dans un monde au bord de la rupture, au bord du chaos. Les protagonistes eux-mêmes sont des personnages exclus, mis en marge de la société et au bord de l'abîme. Et ce qui est intéressant aussi chez Brussolo, et ce qui renforce cette atmosphère troublante, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où l'on va. Dans la plupart des romans écrits par d'autres auteurs, que ce soit des romans policiers ou non, on sait rapidement où l'on est, quel est l'enjeu de l'histoire, on a une idée grosso modo de ce qui va se passer, de comment les choses vont se dérouler. Mais chez Brussolo, pas du tout. On suit le héros, il va lui arriver des choses, il va y avoir un crime ou un mystère à résoudre par exemple, et on pense qu'il va lui falloir tout le roman pour y parvenir, et en fait, au bout de quelques pages, le problème est résolu et un nouvel élément survient, et le personnage est contraint de partir vers une nouvelle quête. Ce qui fait qu'on peut jamais se dire, avant d'avoir atteint à peu près la moitié du texte, ça y est, je sais où je vais, je suis en terrain connu, je suis sur les rails, je vois où on me mène. Et c'est d'autant plus vrai que l'auteur est doué d'une imagination débordante et qu'on ne sait jamais quelle idée va jaillir de son cerveau. Je vais aborder plus particulièrement un roman qui est intitulé Tambour de guerre, qui est paru récemment aux éditions du Masque. Alors la 4e de couverture dit que ce roman parle d'un tueur en série. Bon, là j'ai un peu tiqué parce que je ne suis pas fan des romans policiers qui mettent en avant un personnage de tueur en série. Souvent, je trouve que c'est une facilité de la part de l'auteur. Il y a un crime, mais attention, car ce crime est commis, tremblez bonnes gens, par un tueur en série psychopathe. Ce qui permet à l'auteur d'éviter de réfléchir à un mobile, d'approfondir la psychologie du meurtrier. Ah oui, il est fou, on vous a dit, donc on peut se contenter d'un peu de psychologie de comptoir. Et surtout, ça permet de se reposer sur la violence du personnage. Un cadavre d'enfant dépecé de ci de là, ça permet d'oublier le manque de profondeur et d'originalité d'une intrigue. Alors, j'étais un peu inquiet, mais connaissant l'auteur, pas tant que ça. Et bien m'en a pris parce que j'ai vraiment apprécié cette histoire. Alors, accrochez-vous, je vais tenter de vous faire un résumé des premières pages du roman et vous allez voir, c'est un peu compliqué. Naomi Hader, c'est la fille d'Elona Hader. Elona Hader, elle tient une galerie d'art et elle s'est jamais vraiment occupée de sa fille. Au début de l'histoire, Elona Hader, elle est sur le point d'exposer une série de tableaux peints par un peintre qui s'appelle Zach Blasco. C'est une collection de tableaux qui est intégralement constituée de portraits de tueurs en série. Sauf que, peu avant l'exposition, un incendie va ravager la galerie ainsi que tous les tableaux. Et la mère, Elona donc, elle était présente sur les lieux au moment de l'incendie et elle se retrouve prisonnière des flammes. Elle est sauvée in extremis entre la vie et la mort, et plutôt du côté de la mort. À tel point d'ailleurs qu'on doute qu'elle puisse survivre.
L'origine criminelle de l'incendie, elle ne fait aucun doute. Et rapidement, la police soupçonne Naomi, donc la fille, d'avoir commis le meurtre. Oui, c'est elle qui avait le mobile le plus crédible. La mère et la fille se détestaient et il y a un énorme héritage en jeu. Et là, déjà, on trouve la signature de Brussolo. On a un personnage exclu, qui est exclu donc à la fois par sa mère et par la société, ainsi qu'une intrigue apparente, c'est-à-dire qu'on se demande qui a pu mettre le feu à la galerie. Alors je dis intrigue apparente, car en fait c'est une fausse piste. Quelques pages plus loin, on apprend que la mère s'est réveillée à l'hôpital et qu'elle a avoué être elle-même l'auteur de l'incendie, bon pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler ici. Et comme elle est l'auteur de l'incendie, les assurances refusent de payer quoi que ce soit et Zach Blasco, le peintre qui est furieux, va demander des dommages et intérêts tellement énormes qu'il va mettre la mère et la fille sur la paille. Alors la chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que pendant l'incendie, la mère s'était cachée par réflexe, sous un des portraits dont le contenu sous la chaleur s'est transféré sur le corps d'Elona. Elle a donc sur son corps la peinture d'un des tueurs en série, Raven Collins, qui se trouvait être le clou de l'exposition de Blasco. Car ce tueur en série, Raven Collins, sa spécialité c'était de faire cuire la chair de ses victimes en ragoût et de les mettre en bocaux, qu'il vendait ensuite sur internet en indiquant sur l'étiquette « porc aux haricots garantie bio ». Et il pensait que de se faire tirer le portrait comme ça par un peintre talentueux, ça le laverait en quelque sorte de tous ses crimes, que le fluide criminel serait capté par la toile. Et de savoir que la toile a disparu, ça l'amuse pas du tout. Mais l'autre chose, c'est que la collection de portraits avait été achetée au peintre par un japonais, un yakuza, vous savez, la mafia japonaise. Et de savoir que ces tableaux ont brûlé, ça ne lui plaît pas du tout à lui non plus. Et comme ces gens-là ont un sens de l'honneur assez développé, ça ne va pas très bien se passer pour le peintre. Alors, arrivé à ce stade-là, l'histoire vous paraît très certainement grotesque, alors une petite mise au point s'impose. Donc évidemment, oui, tout ça, c'est à prendre au second degré. Et autre chose aussi, chez Brussolo, on est dans le divertissement pur. Ici, pas de peinture sociale, pas de prétention à faire de la littérature avec un grand L. Avec Brussolo, on est plutôt dans la tradition des romans populaires, des romans qu'on achetait à la gare dans le temps pour faire le trajet entre Paris et Lyon, à l'époque où le TGV n'existait pas. Et puis encore une chose, l'intérêt chez Brussolo, c'est pas tellement l'intrigue, c'est pas tellement les personnages non plus, c'est vraiment l'atmosphère et l'inattendu comme je vous disais. Et là, comme d'habitude, on est vraiment servi. Voilà, Tambour de guerre, donc. C'est publié aux éditions du Masque. Vous pouvez le trouver chez votre libraire préféré pour 7,50 €, ou pour ceux qui sont équipés d'une liseuse pour le prix de 5,50 €. Et comme je l'ai dit, cet auteur a écrit énormément de romans. Certains de ces romans sont très difficiles à trouver aujourd'hui, notamment ceux qui ont été publiés avant les années 90, mais les ouvrages plus récents sont souvent encore édités, en version papier ou électronique, donc si vous appréciez cet auteur, vous avez largement de quoi vous faire plaisir. Voilà, c'était la crème du crime, merci d'avoir écouté cette chronique. La prochaine fois, je vous parlerai d'un auteur états-unien, Elmore Leonard. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.